âgés de 16 à 20 excusez-moi, de 16 à 22 ans pour qu'elles s'élèvent et obtiennent de meilleurs résultats dans les domaines académiques, socio-économiques, politiques et civiques. Nous le faisons en fournissant un accès à des réseaux solides, développement et avancement des compétences, et le plaidoyer fondé sur les droits. Depuis 2019, Future Black Female a lancé et mis en œuvre avec succès divers projets en partenariat avec d'autres organisations. Notre portfolio comprend un concours mondial de rédaction, un programme de réponse du Covid, un stage intensif à distance sur les réseaux sociaux, une conférence capitale STEM et des services de santé mentale pro-noirs axés spécifiquement sur la violence sexiste et autres. Le 25 novembre de chaque année a été déclaré par les Nations Unies journée de lancement des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. C'est dans ce cadre donc que Future Black Female se joint au monde entier dans cette campagne en organisant cet événement et les futurs événements de notre série de conférences axées sur la violence basée sur le genre. L'objectif de cet atelier est de sensibiliser sur les expressions et formes de violence vécues par les filles et les femmes avec des conséquences souvent désastreuses. Nous souhaitons également identifier des pistes de prévention et de prise en charge des victimes afin de renforcer la qualité des relations au sein de la communauté noire au Canada. Nous aurons l'occasion d'écouter le professeur Dr Bouma Maïcha, qui a un PhD en conseil et spiritualité, professeur et psychothérapeute à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Le Dr Bouma, qui est présent aujourd'hui, est un chargeur dans le domaine d'intérêt dans le domaine d'intérêt à la violence interpersonnelle, et en particulier la violence sexuelle en temps de guerre et les abus sexuels des enfants, sur les enfants. Il s'intéresse également au sens accordé à la souffrance chez la victime, aux normes socioculturelles et leur implication dans la vie relationnelle de la victime. Aujourd'hui, il nous parlera des différentes formes de violence conjugale et de leurs conséquences. Sa présentation sera donc suivie d'une discussion ouverte axée sur les spécificités de la violence conjugale dans les communautés noires ici au Canada. Avant de conclure mon introduction, au nom de Future Black Female, je tiens de remercier le gouvernement du Canada, en particulier Femmes Égalité des genres Canada et la Fondation canadienne des femmes pour le soutien qui nous permet d'offrir les séances de santé mentale. Merci à vous tous pour votre participation à cette première série de la conférence sur la santé mentale. J'ai donc l'honneur maintenant d'inviter Dr Bouma Maïcha à prendre la parole et merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Sherlinka, et merci aux gens qui nous suivent en ce moment en direct comme chez eux. J'ai préparé quelque chose que nous allons partager. J'aurai une petite présentation à faire et je crois que l'atelier de ce soir, je le veux un échange. Si vous avez des questions, il n'y a pas de questions taboues lorsque on est dans un environnement comme celui-ci. On peut se permettre de poser les questions pour mieux comprendre. Présenter sur la violence et son impact sur la santé mentale, en particulier chez les personnes, les filles et les mamans noires. On va explorer cela, qu'est-ce que c'est la violence, l'impact sur la santé mentale, que ce soit au niveau général, trauma ou en particularité, la particularité chez les personnes noires. On va couvrir ces aspects dans la présentation et surtout dans la discussion. Ça pourrait me prendre une quarantaine de minutes. Je pourrais vous partager mon écran si vous me le permettez. Comme ça, on pourra suivre quelques notes ensemble. Donc, je vais juste essayer de c'est partager. Ça. Pendant que vous me permettez, je vais juste élargir mon introduction. Donc, moi, je suis au Canada depuis 2005. Je suis venu de la République démocratique du Congo, d'une zone assez bouleversée. Vous avez entendu dans la présentation, je me suis intéressé à la violence sexuelle en temps de guerre. C'est parce que le coin d'où je viens, la région du pays d'où je viens, c'est le Sud Kivu. C'est parmi les régions les plus en tout cas dévastées par
les conflits armés depuis 1996. Récemment d'ailleurs, ceux qui ont suivi dans les médias, il y avait une incursion dans cette ville. Donc, c'est, je dirais, la majorité de ma vie. Alors, hein, bon, est-ce que c'est la majorité? Oui, la grande majorité de ma vie sur Terre. J'ai été exposé directement ou indirectement à la violence. Nous parlons de violence conjugale, violence basée sur le genre aujourd'hui. C'est notre sujet. Et encore une fois, ça se peut, il y a lieu que je me mêle dans différentes formes et nous allons enrichir lors de la discussion. Violence basée sur le genre, ça c'est une définition que j'ai prise de ONU-Femmes, je crois bien. C'est et là je vais voir, je risque d'avoir voilà, j'ai combiné, j'ai plutôt mis la définition de violence basée sur le genre sur une autre page. C'est celle-ci. Donc violence qui est parfois aussi appelée violence sexiste se réfère à l'ensemble des actes nuisibles dirigés contre un individu ou un groupe d'individus en raison de leur identité de genre. Et ça, ça peut concerner hommes comme ça peut concerner femmes, même si très majoritairement, dans la façon de présenter les choses, on a tendance à confondre les deux. Lorsqu'on parle de violence basée sur le genre, même lorsqu'on fait des programmes, que ce soit au niveau des ONG, souvent, c'est dans la planification, on voit la femme comme étant la personne qui est victime de la violence, mais dans sa définition, c'est une violence qui est perpétrée contre un individu à cause de son sexe. Ce sont des violences sexistes. Alors, on peut dire, est-ce qu'un homme peut subir de violences basées sur le genre? Ça peut être discutable. Un élément sur lequel je peux penser en ce moment, ça irait dans le sens, vous allez dans un bureau, par exemple, et vous rencontrez un jeune homme qui est réceptionniste et vous commencez à le traiter de façon discriminatoire parce que en lui, vous ne le voyez pas dans son rôle. Si vous le discriminez parce qu'il joue un rôle, par exemple, de secrétaire qui est traditionnellement reconnu et bien vu, si c'est une femme qui est assise, là, ça se peut que ces jeunes hommes-là se sentent psychologiquement instables dans sa peau. Pour quelle raison? Parce qu'il occupe un poste et parce qu'il est un homme. C'est juste un exemple un peu exceptionnel sur comment la violence basée sur le genre peut aussi s'appliquer sur un homme. Mais cela, dans la globalité, dans la généralité, lorsqu'on parle de violence basée sur le genre, c'est souvent la violence faite aux femmes. Ce qui me ramène à ce diapositive ici maintenant, la violence vers les femmes. Vous allez remarquer que j'ai confondu les titres ici dans mes diapositifs. Alors, tous actes de violence dirigés contre les femmes en tant que tels et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Et ça, c'est la Commission européenne d'où j'ai emprunté cette définition ici, juste pour faire une certaine différence entre violence basée sur le genre et violence dirigée vers les femmes. Parfois, ça peut être difficile de faire cette différence. Et évidemment, lorsque je présente pour une organisation comme la vôtre, je comprends bien que le focus, c'est les filles de 16-22 ans. Le focus, c'est les femmes. Et tout de même, je voulais apporter cette petite modification, cette petite nuance pour la violence basée sur le genre. Je pense qu'il y a des gens qui voudraient entrer et voilà. OK. Pour poursuivre, violence conjugale, c'est la violence que c'est le contexte dans lequel je vais beaucoup plus naviguer aujourd'hui, le contexte conjugal. Et c'est intéressant, je lisais, juste en faisant la recherche, je tombe sur un article de Radio-Canada
violence conjugale, un sujet encore tabou dans les communautés noires ici au Canada. On peut se demander un sujet tabou comment, pourtant il existe des organisations comme la vôtre qui font des sensibilisations, des ateliers. Souvent, les mots tabous, c'est comment la personne vit son expérience elle-même. En public, on peut se permettre de dire ici, il y a de la violence dans nos communautés, il y a des hommes qui battent leurs femmes, il y a des femmes qui peut-être aussi exercent certaines formes de violence contre leurs hommes, mais lorsque l'expérience est vécue maintenant dans l'intimité, dans nos foyers, souvent la personne vit cette expérience de manière taboue, dans le sens qu'elle ne se permet pas d'en parler par peur des répercussions. Un tabou, si vous de manière générale, un tabou, c'est quelque chose qu'on ne se permet pas d'entrer en contact avec. Et si on parlerait de tabou dans le cadre d'expériences de violence, lorsqu'on ne permet pas à d'autres personnes d'entrer en contact avec cette expérience-là, lorsqu'on ne permet pas à ce que notre expérience soit disponible aux personnes qui peuvent nous aider, on vit cette expérience sous forme de tabou parce que d'un côté, on sera ciblé, on sera identifié, on sera stigmatisé pour cette expérience. On la garde pour soi-même alors, on en souffre soi-même et c'est souvent l'expérience de violence conjugale dans nos communautés. Ici, dans cet article-là, une intervenante qui parle de comment elle vit cette souffrance. Parfois, je prenais mon bébé dans les bras en pensant que ça l'aurait empêché de venir me frapper. Il enlevait le bébé de mes bras, l'enfant tombait et il me prenait et me battait. Moi, je veux insister ici sur 2 points. On peut penser ici directement qu'il y a violence conjugale qui se produit. C'est vrai, dans l'article, il y a une femme qui raconte sa souffrance, son homme, son conjoint, qui la frappe, violence physique, on peut l'identifier, mais il n'y a pas que la violence conjugale qui se produit ici. Il y a aussi une violence familiale, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'il y a un enfant qui est victime de violence lui-même. Ce bébé ou cet enfant qui est témoin de la violence que subit sa maman, mais aussi qui est en même temps brutalisé. Donc, la violence conjugale, la violence basée sur le genre, la violence dirigée vers la femme, c'est souvent une violence qui s'étale sur plusieurs échelons, une violence familiale en soi, comme on peut le voir dans cet exemple-ci. Alors, lorsque je fais cette présentation, je ne m'empêche de considérer qu'il y a des traumatismes qui vont se produire. Il y a violence conjugale ou dans le couple, mais aussi il y a violence dans la famille, comme je viens de le dire. On peut dire peut-être quelques définitions que je vais faire rapidement. Un couple, peut-être on sait tous qu'est-ce que c'est un couple lorsqu'il y a 2 personnes qui se mettent ensemble. Souvent ici on parle de couple amoureux, donc une relation amoureuse. 2 personnes amoureuses l'une de l'autre vivant dans une union conjugale. Ils peuvent vivre ensemble, tout comme ils peuvent ne pas vivre ensemble. C'est la définition que j'emprunte ici pour le couple. Donc, lorsque je parle de violence conjugale, c'est souvent dans ce contexte-là, contexte de couple, contexte de relation amoureuse. Famille ici, elle comporte plusieurs formes actuellement. La famille, elle peut être une famille nucléaire, elle peut être une famille recomposée, une famille nucléaire dont les 2 parents souvent sont là, sont présents et les enfants sont présents. Recomposée dans le sens qu'il y a 2 familles qui se sont brisées, qui se reconstituent avec d'autres membres. Et la violence, lorsqu'on parle de violence familiale, elle peut même concerner plusieurs systèmes de cette
cette famille recomposée. Le conjoint qui est parti à l'autre bout, qui peut infliger certaines violences à son ex, qui vit dans une autre unité familiale. Et là, c'est pour dire, ça peut être complexe, la violence conjugale ou violence familiale. Mais la famille peut aussi être monoparentale, c'est-à-dire un homme et une femme qui prend en charge ses enfants seuls. Comme je le disais, les sous-systèmes de la famille, fratrie, demi-fratrie, parents, enfants, beaux-parents, enfants ou enfants, mari-femme, ces sous-systèmes peuvent être des endroits où se passent d'autres formes de violence familiale. Et ça, c'est pour insister que lorsqu'on parle de violence conjugale, violence basée sur le genre, je ne voudrais pas qu'on ait comme impression que ça concerne seulement la femme. C'est vrai souvent dans la programmation, si vous allez dans la documentation, certaines critiques qu'on va trouver, c'est qu'on conceptualise la violence basée sur le genre comme étant violence mettant en scène de victimisation la femme seulement. Grande majorité, c'est ça, mais lorsque ça se produit même comme cela, il y a l'impact est plus large parce que ça concerne aussi les enfants. Comme je disais tantôt avec le bébé qui est témoin de la violence, ça concerne d'autres membres de ce système qui est là. Et lorsqu'on organise les soins, parfois c'est bon de penser à ces autres victimes aussi. La violence, c'est un caractère de ce qui se manifeste, se produit ou produit ses effets avec une force intense, brutale et souvent destructrice. Et lorsqu'on pense à ça, on va dire, il y a beaucoup qui vont se dire, dans mon foyer, dans ma famille, il n'y a pas de violence. Je n'ai jamais levé un doigt contre ma femme, contre mes enfants, donc on n'a pas de violence chez nous. Mais mettons que ces effets intenses ou cette force intense, cette brutalité peut ne pas être physique. Ça peut être le poids de mots qu'on entend, ça peut être au niveau de l'impact psychologique, la brutalité psychologique, que ça va se passer. Et comme on le verra, lorsqu'on pourra parler de différentes formes de violence, cette définition peut nous paraître trompeuse, et lorsqu'on investigue un peu plus, on peut prendre connaissance, ou plutôt conscience, d'autres formes de violence qui se manifestent. Violence conjugale ici, encore définition, un peu nord-américaine ici. On avait commencé avec des définitions de la violence basée sur le genre de façon globale. On revient ici, définition dans le contexte québécois. Donc, se caractérise par une série d'actes répétitifs. Et là, c'est débattable. Est-ce que la violence doit être répétitive pour être qualifiée de violence? Est-ce que la victime doit se dire que c'est arrivé seulement une fois? Je ne peux pas qualifier cela de violence. Donc, je commence déjà à critiquer la définition, même si je vous la présente tout de suite, parce que comme clinicien, parfois, la personne va venir nous consulter, elle a subi une violence une fois, et ce n'est pas à dire qu'on doit minimiser cela. Donc, je présente la définition avec dosage. Donc, cette violence se produit généralement selon une courbe ascendante appelée escalade de la violence. Ça peut commencer par des mots assez subtils qu'on ne va pas identifier comme violence, des gestes qu'on ne va pas identifier comme de violence, qu'on va penser de la blague, mais qui va finalement arriver à des formes de violence plus visibles, plus identifiables ou facilement identifiables. L'agresseur suit un cycle définitif par phase, successive marquée par le climat de tension, agression, la justification, rémission. Lorsqu'on parle de rémission, c'est lune de miel, donc on revient. Encore une fois, on est bien dans le contexte conjugal. J'espère que le public ici, c'est un public adulte. Souvent, là, dans le contexte conjugal, les gens vont souvent
se remettre ensemble, y compris dans l'intimité même sexuelle, après qu'ils se sont battus. Et là, on va penser que ça redevient normal, on est bien. On a pris soin de notre relation, mais qu'est-ce qui arrive à la personne qui a subi la violence? Est-ce que cela suffit pour rétablir son équilibre, sa santé, notamment sa santé mentale? Vous et moi, peut-être, allons dire que la remission temporaire et qui parfois précède la prochaine violence ne suffit pas pour cette victime-là. À ces phases correspondent chez la victime la peur, la colère, le sentiment qu'elle est responsable de la violence et enfin l'espoir que la situation va s'améliorer. C'est ce que va regarder la personne dans le cycle, bien sûr. Écoute, d'un côté, je vois quelqu'un qui me bouscule, qui est en colère, qui devient agressif, même qui devient violent. Et puis, on a un bon moment, mais ça retombe encore. Et parmi les conséquences, bien sûr, psychologiques, on peut dire ici, il y a la culpabilité que la personne peut s'infliger, la victime. On peut parler de formes de violence ici, ampleur et conséquences de violence. Vous pouvez en apprendre davantage sur ce site de l'Exécu et aussi sur le site du CIAF, qui est un centre d'intervention en abus sexuels pour les familles. Ça, c'est la forme de violence la plus identifiable, que beaucoup de gens vont identifier. Si vous êtes témoin de quelqu'un qui donne un coup à une personne, à un homme qui administre un coup de poing à sa femme, tout le monde va appeler cela violence. On va crier à la violence, on va dire cet homme est violent envers sa femme. On va dire ce garçon, ce jeune homme est violent envers sa copine. Et si on est bien, si on sait que la violence peut aussi être dirigée contre l'homme, si vous voyez une femme administrer un coup de poing à son homme, vous allez aussi dire c'est de la violence. Donc la violence physique, elle est facilement identifiable. Elle se réfère aux atteintes physiques au corps de la personne. On peut en être témoin facilement. Ça fait de toute façon mal. Lorsqu'on vous donne un coup de poing comme ça, vous allez vous dire ça fait mal, vous me faites mal, c'est violent ça. Et on peut, parce que c'est identifiable facilement, on peut s'y opposer ou on devrait s'y opposer plus facilement. Et donc, on peut chercher à y mettre fin aussi plus facilement. Moi, je suis dans un domaine de psychothérapie. Ça, c'est une forme de violence aussi facilement identifiable. Et lorsque j'établis un contrat de travail avec les couples, souvent, je leur dis la violence est intolérable. Alors, on ne peut pas travailler lorsqu'il y a de la violence. Mais très souvent, il s'agit de la forme de la violence physique. Je ne peux pas dire que je ne travaillerai avec vous si vous haussez le ton contre l'un l'autre. Sinon, ils n'auront pas à être là. Alors qu'on sait que hausser le ton, crier sur quelqu'un, c'est aussi une forme de violence. Non, même moi, je peux dire que dans mon travail, lorsque je parle de tolérance zéro à la violence, pour que mon travail ait lieu, c'est souvent cette forme de violence à laquelle je fais référence. Donc, cette violence inclut aussi l'emploi des gestes violents, donc bousculer, frapper, pousser, secouer, blesser, saisir par le bras, gifler, tirer les cheveux, mordre, cracher en direction de l'autre, bloquer le passage. Et malheureusement, c'est pas rare, vous le savez, ça peut aller jusqu'au meurtre. On peut déjà conclure que c'est une violence qui vient nous chercher émotionnellement, qui vient chercher une réaction. Et là, on peut se dire que ça ne devrait pas exister. Malheureusement, ça existe encore et c'est très répandu. C'est très répandu parce que, pour la plupart des cas, ça reste dans le silence. Comme on le disait au début, dans nos communautés, ça reste un sujet tabou. Autre forme aussi, empêcher physiquement l'autre de sortir ou de fuir. C'est toujours la suite de ça. Maintenant, la violence verbale,
Je m'accusais au début, lorsque je parlais de la violence physique, que même dans mon travail, parfois, il y a certaines formes de violence qui peuvent sembler minimiser. D'un côté, je me dis, ben, lorsqu'il y a échange de mots, peut-être ils se blâment, ils sont dans la défensive, ils se critiquent. Lorsqu'on fait ça, c'est des formes de violence aussi, mais que moi, je vais accueillir et travailler pour essayer d'améliorer la dynamique dans la relation. Ça se réfère au débit, au temps, ainsi qu'au vocabulaire utilisé. Elle vise à faire peur. Si on faisait un examen, vous voyez un couple se disputer avec un ton fort, un ton intimidant, un débit intimidant. Souvent, on va dire que, ben, écoute, ils ont un petit problème, ils se disputent, mais il n'y a rien de grave. Mais lorsqu'on voit maintenant le but de cette forme de violence, vise à faire peur, instaurer un climat de peur, ça va avoir un impact à long terme, un impact psychologique chez la personne. Quand on a peur de parler. Quand on a peur, on va souffrir dans la souffrance, dans le silence. Quand on a peur, on va tolérer même le pire. Parce qu'on a peur. On ne peut pas s'assumer, on ne peut pas s'affirmer lorsqu'on a peur. Donc, c'est aussi une forme de violence à ne pas négliger. Des exemples ici qui est sacré, menacer verbalement et menacer même physiquement. Lorsqu'on va menacer à quelqu'un, écoute, si je peux te casser la gueule, par exemple, c'est une expression très répandue. Je vais te casser la dent. Ce sont des menaces qui visent une attaque physique, même si elle n'est pas perpétrée, mais elle vise la peur. Ça instaure la peur et peut-être la personne qui fait ça vise à contrôler l'autre. Insulter, interdire, donner des ordres, ce sont des formes de violence verbale, employer un langage grossier, menacer de se suicider, advenant le départ du ou de l'autre, du partenaire ou de la partenaire, par exemple. Ce sont des formes de violence qu'on va vivre dans une relation. On va penser que non, cet homme, il est obsédé, cet homme m'aime tellement qu'il est très contrôlant, il ne tolère pas ce que quelqu'un me parle. Et on va penser que c'est pour l'amour, mais non. Écoutez, lorsque l'interaction vous fait vivre de la peur, ce n'est pas l'amour. Dans l'amour, on devrait normalement vivre un sentiment de joie. Mais lorsque le comportement des propos, au lieu de vous faire vivre la joie, ça vous fait vivre la peur, il s'agit d'une violence et il faut l'appeler comme telle. Alors, je vais revenir à ce que je disais tantôt. Dans mon rôle comme thérapeute, parfois je vais interdire, et je le mets comme en tout cas une règle en or, s'il y a de la violence physique qui continue, je ne peux pas travailler avec le couple. Je dois en ce moment prioriser la sécurité, l'élément sécurité. Donc, comment la personne qui est victime ou qui est à risque de cette forme de violence peut être sécurisée, ça sera là le but de mon travail et non le lien relationnel en ce moment-là. Parfois, lorsque je travaille avec le couple, même si je n'ai pas fait de cette forme de violence un deal breaker ou une raison de mettre fin à la thérapie, je peux quand même faire certaines psychoéducations, je peux quand même nommer, appeler ce qui se passe devant moi comme une forme de violence pour faciliter la prise de conscience de cette forme et bien sûr permettre à la personne qui se sent violentée, se sentir validée dans cette forme de violence et peut-être se permettre de le nommer comme ça pour s'affirmer. Violence psychologique aussi, une forme de violence qui peut passer inaperçue. Elle est liée de près à la violence verbale et a pour effet de dénigrer la personne dans sa valeur en tant qu'individu. On veut dénigrer la personne dans sa valeur. On veut réduire la personne dans sa valeur. On veut minimiser la personne. Elle réfère à toute parole ou action qui porte atteinte à l'intégrité psychologique de l'autre. On peut
commencer déjà à critiquer le travail de l'autre, la performance conjugale de l'autre, peut-être l'apparence de l'autre, ce sont des formes de violence psychologique qu'on peut vivre. Il y a des mots qu'on entend souvent, même si ça revient à la violence verbale. Un jour, moi, j'étais dans un centre d'achat avec un ami. Il parlait à sa conjointe. Quand je dis ami, c'est vraiment quelqu'un de proche et qui utilisait des mots comme idiote pour s'adresser à sa conjointe. Et lorsqu'on a entendu des mots comme ça, parfois on peut se penser idiote, parce que parfois on peut se penser moins intelligente, on peut se sous-estimer dans ce qu'on peut faire. Alors, si vous êtes dans une relation où la personne pense que vous ne pouvez pas, en tout cas, réussir dans une tâche, mettons à l'école, parce que vous n'êtes pas assez intelligent, assez intelligente, parce que vous êtes, en tout cas, entre guillemets, idiote, il s'agit d'une violence qui vise à vous réduire, à réduire votre capacité, ou plutôt à vous donner une image, à vous convaincre que moi, je ne suis pas à la hauteur. C'est le message que vous allez intérioriser de vous et ça pourra peut-être même réduire les initiatives que vous pouvez prendre. Donc, l'agression psychologique équivaut à un coup. Au début, je parlais de la brutalité lorsqu'on définissait la violence. Et je mentionnais que souvent, lorsqu'on parle d'un coup, cette brutalité de la force, on va penser que c'est la violence physique. Et là, on peut conclure que non, moi, je ne suis pas victime de violence, mon conjoint ne m'a jamais frappé. Mais lorsqu'on se sensibilise assez bien, si quelqu'un passe son temps à te dire, toi, tu ne peux rien, tu devrais rester seulement à la maison, tu es idiote, ce sont des coups qu'il est en train de t'administrer, cette personne-là. Mais c'est un coup invisible. Et souvent, les gens ne vont pas le voir. Les gens ne sont pas témoins souvent des propos comme ça. Ou même lorsque les gens sont témoins de ces propos, ils vont dire, ah, cette personne, cet homme a une manière de parler bizarre, a une manière bizarre de parler. Et parfois, la victime va le considérer comme ça. Mais c'est un coup parce que, écoutez, ce coup ici va porter atteinte à la valeur que la personne se donne même. On dit communément estime de soi. Si on a été dans une relation où on a reçu tellement de coups psychologiques, il y aura un moment où on ne croit même plus en soi. Même moi, je ne crois plus en moi à cause de la violence psychologique que j'ai vécue. C'est la victime qui va se dire cela. Et donc, je me limite dans ce que je peux faire, le genre d'initiative que je peux faire. Je suis une fille de 16 ans. Mon copain, peut-être d'il y a quelques mois, me remet déjà en question. Est-ce que le choix que je ferai à l'université va refléter vraiment mes capacités ou va refléter maintenant ce que j'ai intériorisé comme étant mes capacités à cause des coups que j'ai reçus, des coups psychologiques. Je suis peut-être une fille de 20 ans, 21 ans, le temps peut-être de me mettre en relation et la personne avec qui je suis me fait croire que je ne mérite pas mieux, me dégrade tout le temps. Et je vais peut-être éviter à chercher peut-être la qualité, une personne de qualité que je mérite, parce que je crois en moi aussi comme n'étant pas, ne méritant pas cette personne-là. Donc, tout ça pour dire que la violence psychologique peut être un coup peut-être qui inflige plus de souffrance même que le coup physique. Mais souvent, c'est le coup physique qu'on va beaucoup plus sur lequel on va attirer d'attention. Quelques exemples ici de violence psychologique. Ignorer et repousser les sentiments de sa conjointe. Écoute, je ne me sens pas bien ce matin. Je pense que je vais appeler à ne pas aller travailler. Ah, voilà, tu recommences ta paresse. Pourtant, je pensais que tu avais déjà amélioré. Je t'ai aidé pendant tout ce temps. Je t'ai même aidé à faire ton CV. Tu as fait tellement d'efforts pour avoir cet emploi et maintenant tu veux le perdre. C'est la réponse. Et la personne peut penser que, écoute, je suis en train de la motiver, mais non, je suis en train de détruire cette personne. Parce qu'en elle, elle se dit,
je me sens faible ce matin, au lieu de se sentir validé et dire, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je peux faire pour vous, au lieu d'être disponible pour la personne, on repousse cela, on minimise cela, on rejette ce sentiment plutôt pourtant exprimé. Blâmer son partenaire ou sa partenaire pour ce qui va mal dans la relation de couple. Ça arrive aussi souvent. Si on n'est pas bien, c'est ta faute. Si tu faisais le même effort que je fais, on irait mieux. Si tu ne faisais pas les telle faute, on irait mieux. Si tu étais comme telle personne, si tu étais comme la conjointe, la copine de mon ami, on serait aussi heureux. Sa faute que ça ne va pas. Rabaisser et humilier les habiletés de sa partenaire en tant qu'homme ou femme, père, mère, travailleur et amoureux. Écoutez, quelqu'un peut avoir des ambitions, mais se voir dire que non, tu n'es pas capable. Laisse ça aux gens qui sont capables. Non, tu n'as pas un bon français, toi. Laisse ça aux personnes qui ont un bon français. Donc, tu n'es pas bonne en informatique. Comment est-ce que tu vas aller chercher un travail au gouvernement, en administration, alors que tu ne peux pas écrire rapidement? Alors, ça, ce sont des formes de violence psychologique. Et là, je répète, la personne qui le fait peut croire à la victime que non, je suis en train de te conseiller, de te guider. Et pourtant, l'effet en réalité, c'est de rabaisser les habiletés de la personne. Bouder, humilier, rabaisser, de valoriser, contrôler, ignorer, isoler l'autre, imposer à l'autre son point de vue ou ses désirs, reprocher, insister sur des points faibles. Et quand je lis ça, je peux me représenter souvent dans nos communautés, comment, à cause de peut-être des facteurs culturels, on va penser que certaines responsabilités peuvent seulement être mieux assurées par un homme. Et donc, comme je suis en relation avec toi, c'est moi l'homme, je vais me dire que non, j'impose ma volonté parce que ça ne peut être mieux qu'avec moi. Et ça, c'est une forme de violence. On dirait d'ailleurs une violence basée sur le genre, comme on commençait au début. Lorsque je me dis, toi étant femme, tu as intérêt à seulement me suivre parce que je suis l'homme et parce que peut-être je réfléchis mieux ou je suis fort, c'est une forme de violence ici psychologique et qui peut être aussi délétère comme un coup de poing, par exemple. Contrôler les vêtements, exigence excessive par rapport aux tâches, infériorisation, culpabilisation. Et aujourd'hui, on peut dire, insister sur à ce que la personne aille au gym. Mais si on commence à dire, toi, tu manges mal, pourquoi tu ne vas pas au gym alors que les autres? Pourquoi tu prends du poids alors que d'autres personnes, ce qui est le trend actuellement, c'est que tu fais attention, tu fasses attention à ce que tu manges, que tu fasses des exercices physiques. Et c'est des choses que vous pouvez vous retrouver subir dans une relation comme fille, comme femme, que vous pouvez vous retrouver en train d'imposer à la personne que vous aimez sans savoir qu'il s'agit de la violence. Ça va toujours venir. Encore une fois, la personne va penser, non, je suis en train de te conseiller, je suis en train de te soutenir. Mais non, je ne me conseille pas parce que tu m'humilies. C'est ce que je sens. Quand tu me dis ça, c'est vraiment de l'humiliation. Tu me rabaisses, tu me décourages, tu me dévalorises. Alors, avoir le courage de dire, j'apprécie ton intention de m'encourager, mais ce qui se passe actuellement, c'est de la violence psychologique et j'aimerais que ça cesse. Je veux que ça cesse immédiatement. Ça serait peut-être la façon la chose à dire face à ces propos ici. Ici, je vous présente peut-être, on a déjà parlé de quelques éléments ici, les 4 cavaliers. On retrouve souvent, je pense avoir sauté quelque chose. C'est une théorie en psychologie, notamment la critique, le mépris, le contre-attaque et le retrait total. Ce sont des formes de violence psychologique aussi. Ça, je le nomme en passant. C'est dans le cas de thérapie conjugale, on y insiste assez souvent. Alors, si on critique, est-ce qu'on est en train de
faire simple critique, simple propos, simple point de vue, ou dans ce cas, on est en train d'imposer une violence psychologique. C'est important de le savoir, c'est de la violence. Lorsqu'on méprise la personne, lorsqu'on se défend, on est dans la défensive tout le temps, c'est aussi une forme de violence. Parce que lorsqu'on tombe dans la défensive, on ne reconnaît pas ce qui a été présenté comme doléance par l'autre. Lorsqu'on contre-attaque, c'est parce qu'on se sent attaqué et on peut se sentir attaqué sans que ce soit le cas nécessairement. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui, mettons une mère qui dit à son mari, je n'aime pas quand tu traites l'enfant comme ça, quand tu bouscules l'enfant comme ça. Et le mari qui va se sentir attaqué dans ses habiletés parentales, dont tu penses que je suis un mauvais parent, et il va contre-attaquer. Et d'ailleurs, toi, tu fais le pire. Toi, tu fais ça et ça et ça. C'est aussi une forme de violence. Et le retrait total, lorsqu'on prive la proximité, lorsqu'on se retire, lorsqu'on se rend absent dans une relation, c'est aussi une forme de violence psychologique. On peut passer 2-3 jours sans se parler, c'est le retrait dans une relation aussi. Autre forme de violence, c'est la violence sexuelle maintenant, qui souvent n'est pas attachée au contexte conjugal. Lorsqu'on parle de violence conjugale, sexuelle plutôt, on va penser à quelqu'un, un étranger souvent, qui va s'attaquer à une fille, à une femme. C'est là qu'on va penser qu'on parle de violence conjugale. Mais ça se passe beaucoup dans le contexte conjugal. Et vous allez dire, mais pourquoi? Lorsqu'on impose sa volonté, lorsqu'on harcèle l'autre pour obtenir une relation sexuelle, il s'agit d'une violence. Là, il y a absence de consentement. Lorsqu'il y a absence de consentement, lorsqu'on obtient un rapport sexuel, après harcèlement, après imposition, après utilisation de force, donc là, lorsqu'il n'y a pas consentement libre de l'autre, il s'agit d'une violence, même si c'est dans le contexte conjugal. Quelques exemples ici de violence sexuelle dans le contexte conjugal. Obtenir des rapports sexuels par la bouderie. Je vais bouder jusqu'à ce que tu répondes à mes besoins. Refuser des rapports sexuels à l'autre dans le but de punir. Et là, souvent les deux sexes sont plutôt se rendent coupables de cela. Imposer des actes sexuels sans le consentement. Et le mot-clé ici, c'est vraiment le consentement. Obliger ou faire sentir obligé d'avoir des relations sexuelles. Si on se sent obligé d'avoir des relations sexuelles, on ne le fait pas avec consentement libre. On ne le fait pas en étant soi-même dans sa peau. On le fait parce qu'on est obligé. C'est aussi une forme de violence conjugale. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire ici, alors d'où vient l'obligation conjugale? On doit être là pour son conjoint, on doit être là pour sa conjointe. On est obligé de répondre aux besoins de son conjoint, sa conjointe. Mais si la personne se plaint, elle a une cause, elle a un point à passer, elle a un message à passer, parce que lorsqu'il y a eu un rapport sexuel sans consentement libre, il s'agit d'une violence conjugale, plutôt sexuelle dans le contexte conjugal. Pénétrer de force, injurier, insulter, humilier, brutaliser pendant un rapport sexuel, harceler sexuellement, forcer d'agir selon des fantasmes. Et là, encore une fois, on peut se dire, il y a certains contextes où les gens, étant adultes, vont se permettre à faire certains rôles, certains jeux de rôle, qui impliquent peut-être une forme de violence. Lorsqu'il y a consentement, c'est ça le mot-clé, là on ne parlera pas de violence, mais lorsqu'on le fait subir à quelqu'un contre sa volonté, il s'agit d'une forme de violence sexuelle dans le contexte conjugal. Agression sexuelle, c'est le contexte général ici, la définition, c'est un geste à caractère sexuel avec ou sans contact physique. Et là, encore une fois, cette définition, comme vous le voyez, vous n'avez pas besoin d'imposer un contact physique à quelqu'un pour l'agresser sexuellement. Ça peut être à travers les propos que vous êtes en train de donner. Ça peut être à travers le non-verbal que vous démontrez devant quelqu'un. Si vous imposez à quelqu'un un regard comme si vous étiez en train de scanner la personne de manière sexuelle,
ça peut être une agression sexuelle à ce moment-là. C'est commis par un individu sans le consentement de la personne visée, ou dans certains cas, notamment dans celui des enfants, par une manipulation affective ou par du chantage. Parce qu'il s'agit ici des filles aussi de 16 ans, évidemment, au Canada, nous avons un âge de consentement qui est le 16 ans. Si vous allez chercher dans la documentation, toute personne a le droit de consentir à un rapport sexuel avec qui elle veut ou elle veut à partir de 16 ans. Bien sûr, il y a des exceptions. Lorsqu'il y a 16 ans, il ne faut pas qu'il y ait un rapport de confiance entre les personnes. Donc, la personne qui a 16 ans est l'adulte. Il ne faut pas qu'il y ait un rapport de confiance ou de dépendance. Mais avant 16 ans, il n'y a pas de consentement qui soit connu légalement, sauf si les personnes impliquées sont du même âge et cela commence à 12 ans. Donc, à 12 ans, on peut consentir à un rapport sexuel avec une autre personne de 12 ans et ça devient en tout cas une exploration entre des personnes de cet âge-là. Alors, je mets cette parenthèse juste pour dire que lorsqu'il s'agit d'un enfant, il n'y a pas de consentement qui soit possible. Et j'ai nommé l'âge de consentement qui est 16 ans, tout en nommant aussi l'exception qui est à ce niveau, lorsqu'il n'y a pas de rapport de dépendance ou de confiance. Un rapport de confiance, ça pourrait être tu es l'avocat d'une fille de 16 ans, tu peux avoir des rapports sexuels avec cet enfant-là. Tu es l'enseignant d'un enfant d'une fille de 16 ans, tu peux avoir des rapports sexuels, donc c'est criminel. Même si, mettons, une fille de 18 ans peut avoir des rapports sexuels avec son professeur et ce professeur sera puni au niveau éthique, mais si c'était consentant, il n'y aura pas de poursuite criminelle qui va se produire. Mais à partir de 16 ans, plutôt en bas de 18 ans, il y a, dans cette relation, il peut y avoir une poursuite criminelle qui va avoir lieu. Il s'agit d'un acte visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de pouvoir, par l'utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite ou explicite. Une menace implicite peut être faire sentir à quelqu'un qu'il va perdre certains privilèges s'il ne s'adonne pas à un rapport sexuel avec soi, avec la personne qui cherche cela. Explicite, ça peut évidemment peut-être retirer cet avantage-là à la personne. Une agression sexuelle porte atteinte aux droits fondamentaux, notamment à l'intégrité physique et psychologique et à la sécurité plutôt de la personne. Alors, cette définition s'applique malgré l'âge, le sexe, la culture, l'origine, l'état civil, la religion et l'orientation sexuelle de la victime ou de l'agresseur. Et je dis ceci parce que récemment, dans un de mes cours que j'enseignais, il y a un de mes étudiants qui voulait travailler sur, en tout cas, l'agression sexuelle et le fait que certains immigrants se font prendre, et c'était ça ces mots, se font prendre parce que chez eux, d'où ils viennent, il y a une autre définition de l'agression sexuelle. Et moi, je me dis, on peut peut-être avoir des personnes qui vont penser comme cela. Bon, d'où je viens, un rapport sexuel peut exister entre une fille de 14 ans et un homme de 25 ans, mais si vous êtes dans ce contexte ici, écoutez, cette définition que je viens de donner ici s'applique. Ça s'applique aussi malgré le type de geste à caractère sexuel posé. On peut penser, non, moi, c'était seulement, j'ai demandé à la personne de m'envoyer une photo. Je n'ai pas touché la personne, je ne l'ai pas imposé. Il s'agit, si vous avez utilisé de la menace, s'il n'y a pas eu de consentement, il s'agit d'une agression sexuelle. Une autre forme d'agression sexuelle que les gens ignorent souvent, c'est par exemple la pornographie juvénile. Et moi, j'ai travaillé dans le domaine avec des personnes qui ont abusé des enfants pendant 5 ans. Et il y a un grand déni qu'on observe souvent parce que la personne va penser « je n'ai pas touché à la personne, je n'ai pas été en contact avec une vraie personne », c'est comme ça qu'ils vont dire. Mais non, vous avez encouragé la production du matériel sexuel impliquant l'enfant. Donc, vous êtes en train d'alimenter la chaîne de production pornographique qui met en cause, malheureusement, l'intégrité physique et psychologique des enfants.
aussi indépendamment du lieu ou le milieu de vie dans lequel le geste à caractère sexuel a été fait. Dépendamment des liens qui existent entre la victime et l'agresseur, que ce soit, encore une fois, dans le contexte conjugal, lorsqu'il n'y a pas consentement, c'est une agression sexuelle, que ce soit dans le contexte familial, c'est pareil. Parfois, on peut se faire prendre encore une fois parce qu'on dit, ben, dans ma culture, on peut faire des blagues avec les cousines, les cousins, même des blagues à caractère sexuel. S'il y a un, ou plutôt si la fille se plaint à ce niveau, si ce n'est pas réciproque, il s'agit là d'une agression sexuelle aussi. La violence économique existe beaucoup dans le contexte conjugal et familial, lorsqu'on empêche l'autre d'avoir un compte bancaire. Et ça, on le voit souvent lorsque nos familles arrivent souvent dans le contexte de l'immigration. On est déjà informé qu'au Canada, il y a de l'argent qu'on donne aux familles. Et parfois, il y a une personne qui va vouloir avoir le contrôle du compte bancaire et empêcher à ce que l'autre ait vraiment un compte. Donc, si on est dans un contexte où l'homme empêche sa femme d'avoir un compte bancaire pour avoir le contrôle de l'argent qui entre pour la famille, il s'agit d'une violence économique. Faire en sorte qu'elle n'ait jamais d'argent de poche, priver de toutes sortes de revenus, encaisser les chèques personnels de sa conjointe sans son accord, contrôler le budget familial pour que la conjointe ne connaisse plutôt pas les avoirs réels. Ce sont des formes de violence économique qu'on peut plutôt penser, moi je suis en train de gérer les finances pour la famille parce que je ne vais pas me retrouver sur la rue, je veux qu'on ne fasse pas d'erreur. On peut penser avoir une bonne intention, mais en réalité, on fait vivre une souffrance à la personne qui subit ces traitements. D'autres formes de violence ici contre les objets animaux pour intimider l'autre, écoute, vous donnez un coup de pied au chien de votre conjointe pour l'intimider, c'est une forme de violence. Briser ou lancer des objets, blesser, frapper ou même tuer un animal, c'est aussi une forme de violence qu'on rencontre souvent aussi dans le contexte conjugal. Ampleur de violence conjugale en famille. Et ici, ce sont des statistiques, je n'ai pas trouvé nécessairement des statistiques spécifiques aux communautés noires, mais lorsqu'on parle de statistiques dans le contexte où nous sommes aussi concernés. Je suis même porté à dire, parce que la violence dans nos communautés est vécue comme un élément de tabou, je suis porté de dire que si on se focalisait seulement aux communautés noires, les chiffres seraient même plus élevés que ceux que nous voyons ici, parce que nous, on n'en parle pas, ou on en parle moins plutôt. Donc, 33% des jeunes disent être témoins de violences verbales entre adultes à la maison. Témoins de violences verbales entre maman et papa. Ça, c'est dans le contexte de violence familiale, bien sûr, mais il y a une femme qui subit ces violences, il y a aussi un homme qui subit ces violences-là. Et il y a la moitié de Canadiens, 51%, qui ont été victimes d'au moins un acte de violence physique ou sexuelle depuis l'âge de 16 ans. L'âge de votre clientèle dans l'organisation, à partir de l'âge de 16 ans, beaucoup, en tout cas d'adultes, la moitié d'adultes interviewés ici ont rapporté avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles. Alors là, on voit que la violence interpersonnelle en général ici, c'est un fléau, c'est quelque chose de très récurrent, mais ça, je ne vous informe pas, vous êtes certainement au courant de cela. Les victimes de violences familiales sont majoritairement de sexe féminin, et c'est pourquoi, souvenez-vous, au début, je revenais sur le fait que souvent, lorsqu'on parle de violences basées sur le genre, on a tendance de penser aux femmes comme étant les victimes. Ce sont les chiffres comme ceux-ci qui vont fonder ce raisonnement-là. Lorsqu'on voit qui sont majoritairement les victimes de violences familiales, ce sont les femmes.
ce sont des personnes de sexe féminin, ce sont les filles dans les maisons. Alors, ça donne raison aux personnes qui vont parler de violences basées sur le genre. On voit les femmes comme étant les victimes, très majoritairement. Donc, si ça s'est passé, si on prenait sa décision sur base de qui sont en majorité les victimes, on aura raison de dire que lorsqu'on parle de violence basée sur les genres, on voit les femmes qui sont victimes. Pour la violence conjugale, 80% des victimes sont des femmes. Et au Québec, les infractions commises dans un contexte conjugal comptent pour 6% de la totalité des infractions criminelles enregistrées par les corps policiers. Donc, c'est très significatif comme crime, quoi. Je vais conclure bientôt. Je vois le temps qui passe. Parmi les femmes victimes, 25% ont été battues. 20% d'entre elles ont failli être étranglées. 13% ont été menacées d'une arme. Et 20% ont été victimes d'agressions sexuelles. Ce n'est pas une comparaison, mais c'est quand même bon de voir aussi les chiffres du côté des hommes. Chez les hommes, les pourcentages respectifs, donc ceux qui ont été battus, il y a 10%. Ceux qui ont failli être étranglés, il y a 4%. Il y a 8% ceux qui ont été menacés d'une arme et 3% ceux qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Alors, je dois dire ici que ce n'est pas à dire que les 10% des hommes ont été agressés par des femmes nécessairement. On parle d'un contexte où la relation n'est pas définie par homme-femme seulement. Nous sommes dans un contexte où la relation peut être entre deux hommes. Donc, ces chiffres pourraient aussi être des situations où l'agresseur de l'homme a été aussi un homme dans un contexte conjugal. 34% des victimes féminines n'avaient pas rapporté plainte à la police par peur de leur conjoint ou ex-conjoint. Et là, on va ajouter dans les contextes de communauté noire, par peur de jugement dans la communauté, par peur de jugement par les familles. La belle famille va juger, la famille propre à la femme va juger. On va penser que dénoncer son conjoint, c'est un manque d'amour, c'est déshonorant pour la famille. Et donc, pour le contexte de nos communautés, la peur n'est pas seulement au niveau du conjoint, qu'est-ce que le conjoint va faire si je le dénonce, mais la peur se situe aussi comment est-ce que je vais être vue comme personne, comme femme responsable, comme femme qui doit bâtir sa maison, comme femme qui doit être sage. D'ailleurs, le fait que je sois frappée démontre que je ne suis pas sage. Et nous avons des enseignements, que ce soit culturels ou religieux, qui, en tout cas, vont peindre la femme comme quelqu'un qui devrait être irréprochable. Et lorsqu'elle est corrigée, entre guillemets, elle est frappée, donc elle a en quelque sorte manqué à quelque chose. Et donc, on est prêt à la juger. Donc, moi, je peux avancer une hypothèse comme quoi les 34% peuvent être plus élevés dans le contexte de communauté noire et peuvent être pour d'autres raisons que la peur du conjoint, donc la peur du jugement au sein de la communauté. Et ça, lorsque je le dis comme ça, c'est des propos qu'on entend aussi dans le contexte clinique. Dans les affaires de meurtre-suicide entre conjoints ayant eu lieu au Canada entre 2001 et 2011, 97% des auteurs présumés étaient des hommes. Alors, c'est presque 100% là. Si vous êtes à l'école, vous avez une note de 97%, c'est presque la meilleure note que vous pouvez avoir, le A+. C'est drôle que je dise ça comme ça parce qu'on parle de choses vraiment difficiles, mais c'est seulement pour attirer notre attention sur le fait que il y a une raison pour laquelle, encore une fois, on va combiner violence basée sur le genre, on va voir directement la femme comme étant la victime. Ce sont les statistiques comme ça qui donnent fondement à ce genre de réflexion ou à ce genre de planification. Je mets le lien pour trouver aussi ces données pour vous. On parle de conséquences rapidement. Le traumatisme, bien sûr,
Et c'est quoi ça? Le produit d'une violence, bien sûr, mais la trace. Hein? Je disais tantôt qu'une violence psychologique, c'est aussi un coup. C'est un coup qui va traumatiser, qui va laisser des signes. On peut voir des cicatrices. Peut-être lorsque la dame, on lui a fait des coups sur le visage, on va voir l'œil gonflé. Qu'est-ce qu'on va voir lorsqu'il y a eu violence psychologique? On va voir quelqu'un qui ne croit plus en elle-même, elle n'a plus confiance en elle-même. On va voir quelqu'un qui ne prend plus d'initiative parce qu'il n'est pas sûr d'elle-même. On va voir quelqu'un qui s'isole et ne quitte pas sa maison et ne socialise plus pour plusieurs raisons. Elle a peur de se faire agresser de nouveau. Elle voit le danger partout. Ce sont là les traces, les cicatrices laissées par le coup psychologique. Donc, la conséquence immédiate est à distance d'un choc physique isolé ou répété, volontaire ou non, touchant l'intégrité corporelle, pour, si on parle de violence physique. Le traumatisme varie selon le rapport des sujets avec celui qui exerce la violence, la sensibilité propre à chacun. Et ça, je le dis avec dosage, parce que comme clinicien, je me dis toujours, je peux mesurer l'ampleur de l'impact d'une violence selon l'expérience de la victime. Je ne suis pas là pour dire à la victime, vu le rapport entre vous et l'agresseur, votre degré de souffrance devrait être de tel niveau. Non, je dois écouter, je dois être accueillant de la souffrance de la victime telle que la raconte elle-même. Mais de façon quand même générale, lorsqu'on fait de la recherche, on va trouver que le rapport entre l'agresseur et la victime y est pour le degré de traumatisme que la personne va subir. Et ça, c'est pour dire, par exemple, lorsque l'abuseur, c'est aussi un homme de confiance, un père, par exemple, un conjoint, par exemple, non seulement la personne est traumatisée par l'acte, mais la personne est traumatisée aussi par la trahison qui vient de s'exécuter, par le fait qu'elle ne peut plus faire confiance à qui que ce soit, parce que la personne en qui on peut faire le plus confiance sur la terre, l'a aussi trahi. Donc, ça part de la profondeur de la blessure à ce niveau-là, de la blessure psychologique qui va ressortir de cette violence, dans le niveau du traumatisme. Donc, aussi selon la durée et la fréquence de violence subie, parfois la violence peut se produire une fois, mais il y a des violences à répétition. Il y a des gens qui vont rester, et c'est souvent le cas, dans une relation abusive pendant des années. Et l'impact devient de plus en plus profond, selon la répétition, selon la durée qu'on fait dans un contexte de violence. Et l'accessibilité ou non à l'aide, plutôt, lorsqu'on n'a pas reçu de l'aide, ça aussi, ça met que certaines croyances, parce que le traumatisme aussi, c'est l'intériorisation de certains messages et qui vont finalement être la représentation qu'elles sont faites de son entourage ou de soi-même. Et cela se produit selon la durée qu'on a eue sans aide. Le plus tôt on a l'aide, le mieux on peut déconstruire ces messages et reprendre peut-être une représentation de soi et du monde beaucoup plus saine. Conséquences physiques ici, on peut avoir les blessures, bien sûr, on peut voir les insomnies. Quelqu'un peut se dire, moi, je n'arrive plus à dormir. On peut voir la fatigue. On peut voir des problèmes de santé qui vont surgir. Encore, ce sont des conséquences plus visibles, plus identifiables, et les gens vont faire attention à ça. Et parce qu'on parle de violence dans un contexte de communauté noire, sincèrement, vous allez voir le médecin parce que vous êtes blessé. Vous allez voir le médecin parce que vous n'arrivez plus à dormir. Il va prescrire quelques médicaments et vous allez dormir ou faire semblant de dormir. Lorsqu'il y a fatigue, vous allez peut-être prendre une pause, faire un repos. Vous avez des problèmes de santé, oui, vous allez consulter. Lorsqu'il y a abus d'alcool, peut-être vos amis vont vous dire, écoutez, vous commencez à boire trop. Ce que nous ne voyons pas souvent, et je suis en train de le constater,
En passant, j'ai fait une recherche sur en tout cas les croyances culturelles, les liens relationnels et le comportement de demande d'aide psychologique chez les personnes noires vivant au Canada, venues de l'Afrique subsaharienne. J'insiste sur ça parce que la blessure psychologique, qui est le traumatisme, qui va venir sous forme de comorbidités telles que la dépression, l'anxiété ou la dépendance même aux substances, souvent on n'en prend pas soin parce qu'on ne réalise pas que c'est une souffrance. Et si on le réalise, on pense que si on ose le dire, on va penser qu'on est rendu fou, on va penser qu'on est possédé. Et malheureusement, avec cette façon de voir sa souffrance, on commençait par dire qu'on considère souvent cette violence comme étant tabou, on s'enfonce dans sa souffrance, on y reste seul. Ça peut aussi, en termes des conséquences physiques de violence, la dysfonction sexuelle peut aussi être une des formes. Problèmes somatiques, des douleurs physiques qui ne s'expliquent pas, et il y a d'autres. Conséquences psychologiques, c'est vrai que j'ai commencé par le trauma et je l'ai isolé comme étant conséquence, parce que pour moi, je pense que c'est l'accumulation de plusieurs autres conséquences psychologiques. Il y a perte de l'estime de soi, très rapidement. Ça peut arriver lorsqu'on se fait insulter tout le temps, constamment, lorsqu'on se fait battre tout le temps, lorsqu'on se fait défigurer tout le temps, excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est souvent le cas dans le contexte de violence, on perd confiance de soi. Il y en a qui vont dire, dans le contexte des femmes, par exemple, je perds ma beauté, je ne me vois plus belle parce qu'on m'a tellement insulté, je ne me considère plus comme étant une belle femme. Je ne me considère plus comme étant intelligent. Il y a la honte, l'humiliation qu'on va vivre comme conséquence psychologique. La dépression, je nommais cela comme étant une comorbidité au trauma, bien sûr. Et souvent, lorsqu'on est déprimé, on va penser qu'on est juste devenu paresseux. Et ça va, encore une fois, être raison de se faire agresser même psychologiquement. Parce que vous êtes en dépression, vous avez des difficultés à vous lever le matin, à aller travailler, vous avez des difficultés à répondre aux responsabilités que d'habituel vous étiez capable, on va commencer à vous traiter de paresseuse. Donc, ça recrée le cycle de violence qui est là. Ça peut créer la méfiance aussi comme conséquence psychologique de violence. Et qu'est-ce que la méfiance fait? La méfiance fait en sorte qu'on ne sera plus ouverte à d'autres relations. Et comme on n'est pas ouverte à d'autres relations, ça nous donne l'idée que la seule relation où on peut être, c'est celle où on est agressé, on va rester. Lorsqu'on fait la méfiance aussi, souvent ça va venir parce qu'on a osé dénoncer et on s'est fait critiquer. Parce qu'on n'a pas été validé dans sa souffrance, on a été critiqué, on va souffrir encore dans le silence. La culpabilité aussi. Si je me fais frapper, c'est peut-être parce que je ne suis pas, parce que je suis impolie, je ne suis pas une femme soumise, je ne suis pas une fille soumise. La nervosité, l'anxiété et les idées suicidaires, malheureusement, peur d'être jugé, colère, solitude, retrait, etc. Et la conséquence relationnelle, moins de confiance envers les autres, ça va encore amener à l'isolement. Et lorsqu'on est dans un contexte, lorsqu'on a été dans une relation abusive, lorsqu'on a été agressé sexuellement ou physiquement, ça va mener, lorsqu'on n'a pas d'estime de soi, ça va mener à la peur d'intimité, peur de l'intimité. Insatisfaction conjugale, violence conjugale ou familiale, donc le cycle est continu, on va reproduire ça, parce que c'est ce qu'on connaît. Difficulté avec ses enfants, et ça c'est malheureux. Il y a beaucoup d'enfants qui vont grandir sans l'amour de leur mère, sans l'amour de leurs parents, parce que cette mère n'est pas disponible, n'est pas à la hauteur de leur donner cet amour-là. C'est pourquoi je disais, lorsqu'on parle de violence conjugale, violence basée sur le genre, c'est difficile de dissocier ça avec la violence conjugale ou violence familiale. Ça touche à ça. Si l'enfant n'a pas été témoin de la violence, cet enfant va subir la violence. Peut-être l'enfant n'a pas été témoin de la violence parce qu'il n'était pas encore né,
Maman s'est fait agresser lorsqu'elle était une jeune fille, lorsqu'elle était encore elle-même encore enfant. Et maintenant, comment l'enfant de cette fille va vivre cette violence? C'est dans l'absence maternelle. Cette mère qui n'est pas capable de tolérer, de remplir ou d'être émotionnellement présente pour son enfant à cause de son historique de violence, cet enfant devient victime indirecte de la violence qu'a subie maman. Plus de conflits familiaux et personnels, soit de partenaires inadéquats, parce qu'on va penser, écoute, je ne mérite pas les meilleurs, je vais aller avec les gens qui n'ont pas l'air de mériter aussi. On va choisir des personnes qu'on pense peuvent nous accepter, parce qu'on pense que quelqu'un de bien ne peut pas nous accepter, nous. Par peur de rejet, on va rabaisser sa barre d'attente et on va aller vers les relations inadéquates. Et le cycle de violence, comme je le mentionnais tantôt. Alors, je finis ma présentation à ce niveau. Ça a été long, vous allez m'excuser, j'espère, mais je suis ouvert à des questions, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Dr. Bouma Maïcha, pour cette belle présentation très informative. Donc, s'il y avait des participants qui ont des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à les mettre dans le box de chat pour qu'on en discute. Donc, vous avez la discussion ouverte actuellement, donc n'hésitez pas à poser des questions. Je vois Nathalie qui lève la main. Oui, bonsoir, docteur. Je suis Nathalie. Je travaille avec Future Black Female. Ma question est celle-ci. On vient de parler de toute forme de violence. Alors, disons qu'on parle de la femme là qui a été violée. Peut-être elle a été traumatisée par tout ça. Et à la fin, elle commence à croire que c'est de sa faute. Si ça arrive, c'est de sa faute. Donc, si j'allais pas, disons que si j'allais bien faire sa nourriture, ça n'allait pas arriver. Comment on peut aider cette personne-là et lui dire que ce n'est pas normal? Parce qu'elle elle pense que c'est normal, c'est comme ça que ça doit être. Donc, comment on aide la personne-là à lui montrer que ce n'est pas comme ça que ça devrait se faire? Alors là, je vois deux choses, chère Nathalie. C'est une très, très bonne question. Oui. Je vois déjà le sens que la victime fait de la violence. Un sens que vous et moi, nous pouvons nous accorder que c'est un sens distordu. Un sens distordu parce qu'il y a cru des messages erronés et souvent, cela lui a été dit de toute façon. Je te frappe parce que tu n'as pas bien cuisiné, tu devrais bien cuisiner. Une femme responsable devrait bien cuisiner. Je te frappe parce qu'on t'a mal éduqué. Tes parents, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont passés, ils ont passé tout leur temps, ils devraient bien t'éduquer. Je te frappe parce que tu parles trop, tu n'es pas soumise. Souvent, ça va être ça le langage. Il n'y a pas de violence qui soit gratuite, si je peux le nommer comme ça. Ça va être accompagné avec cette volonté de vraiment de faire l'impact comme celui-là. Comment l'aider alors? Alors là, je vois maintenant le côté aidant, parce que moi, lorsqu'on dit aidant, moi, je vois plusieurs formes d'aidant. Moi, je suis psychothérapeute dans ma fonction. Évidemment, je n'irai pas dire à la personne, c'est pas ta faute. Même si je dis, je crois que c'est pas sa faute, mais c'est pas ça qui va apporter la guérison à la personne. Il faut que j'amène la personne à réaliser que c'est pas sa faute. Parce que c'est une chose de dire à la personne, c'est pas sa faute. Là, vous entrez en contradiction avec sa réalité. Moi, j'ai ma réalité. Vous me dites que ma réalité n'est pas bonne. Donc, vous me dévalorisez, vous me contredisez immédiatement. Je ne sais plus à quoi croire. Parce que moi, pendant toute ma vie, j'ai cru que c'est ça. Je pense que la meilleure façon ou le meilleur résultat auquel on devrait s'attendre est que le travail que je fais avec la personne va l'amener à réaliser. Et ça va passer par beaucoup de travail. Ce n'est pas juste à vous dire comme ça qu'il va vous enlever ça. J'ai vu dans certains événements de sensibilisation, les gens dire aux personnes, aux survivantes, notamment de violences sexuelles, ne croyez pas à ça, c'est un accident, ce sont des termes qu'on va utiliser,
c'était un accident, c'était pas ta faute, c'est pas que vous êtes maudit ou maudite, c'était un accident. Mais dites à quelqu'un que être violé, c'est un accident. Moi, je me dis que j'ai un problème avec ça. Ce n'est pas un accident parce que la personne qui l'a fait avait une intention, avait la liberté de dire je vais passer à l'action, je n'y fais pas, je n'y vais pas. Alors ça, ce n'est pas un accident, c'est un acte délibéré, un acte criminel, une violence que quelqu'un a délibérément posée. Lorsque vous me dites que c'était un accident, là, en tout cas, vous me donnez un message erroné. Alors, ce n'est pas une bonne façon de m'aider. Aide-moi à accepter que je souffre d'abord. Donc, je pense, première étape, ça serait de m'accueillir en tant que victime. Accepter que j'ai été battu. Accepter que j'ai été victime. Reconnaissez que ce qui m'est arrivé, c'est traumatique. Et la profondeur de cela, elle est là et vous en êtes témoin parce que je vous en parle. Est-ce que c'est de ma faute que messieurs aient pris, en tout cas, un couteau et m'a menacé avec? Logiquement, c'est non. Mais à l'intérieur de moi, j'y crois. C'est parce que j'ai fait le choix de rester avec lui. C'est parce que j'ai fait le choix de le marier. C'est parce que j'ai fait un mauvais choix. C'est peut-être sur base de ce rationnel-là, de ces raisonnements, que je m'attribue une faute. J'aurais dû partir. J'aurais dû parler moi. J'ai mes raisons pour lesquelles je me dis, OK, je suis fautive. Alors, vous dire que ce n'est pas de votre faute ne va pas, en tout cas, enlever ces autres raisonnements qui sont là. Donc, je dois explorer tout ça. Je dois faire un travail de déconstruction de ce message. Je dois faire un travail de déconstruction de ce sens que la personne a fait de ça, de la violence subie, pour lui permettre maintenant de développer un autre message, un autre sens. Et c'est ce nouveau sens-là qui va dire, finalement, ce n'était pas de ma faute. Finalement, quelqu'un a été méprisant. Quelqu'un s'est permis de prendre avantage de moi. Quelqu'un s'est permis d'ignorer ma dignité et m'a frappé, m'a violenté. Et donc, ce quelqu'un-là, c'est de sa faute. Là, j'ai un autre raisonnement à partir duquel j'attribue la responsabilité. Et je l'attribue maintenant à la personne. Donc, la meilleure façon, ce n'est pas de l'accueillir et dire « ce n'est pas de ta faute ». La meilleure façon, c'est de l'aider à déconstruire ce sens-là. Cela dit, moi, j'ai une philosophie, j'ai quand même un sens que je peux faire aussi. J'ai une position que je prends face à la violence. Je me dis, par exemple, pour moi, la violence est tolérance zéro. Peu importe la forme de violence. Je peux partager ça avec la personne que j'ai devant moi. Je peux partager, je dis à la personne, moi, je crois que personne ne mérite d'être violenté. Moi, je crois que personne ne mérite, personne, pas une femme, pas un homme, pas un enfant, pas un adulte, personne ne mérite qu'on lui fasse mal, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Je peux partager cette idée-là. Et là, je suis en train de dire indirectement à la personne, moi, je crois que tu ne mérites pas ça. Moi, je crois que tu ne mérites pas d'être violenté. Ça, c'est mon point de vue, je peux le partager. Et la personne peut se dire, ah, mais je pensais que je le méritais. Vous, c'est votre point de vue, vous pensez que personne ne le mérite. Et là, ça peut commencer peut-être un travail, peut-être la personne va me poser des questions et je peux l'aider à approfondir. Je ne sais pas si j'ai été long, mais je crois pour mieux aider la personne, c'est l'aider à déconstruire le message sur base duquel elle s'attribue la responsabilité, plutôt que de lui dire la chose la plus simple, ce n'est pas de ta faute, c'est la faute de la personne qui vous a frappé. C'est ça. OK, merci. Merci à vous. On a une question dans le chat que je vais lire à haute voix. Il y a Ruby Assaleh qui a dit, excusez-moi si je n'ai pas bien prononcé votre nom, il y a souvent des femmes qui sont coincées dans des situations de violence parce qu'ils n'ont aucune autonomie financière. Quels sont les conseils qu'on peut donner aux femmes pour éviter de se retrouver dans telle situation?
C'est une très bonne question. Et ça, je dirais, c'est une vieille idée. C'est pas pour dire que c'est pour qu'elle est dépassée, mais elle date de très longtemps. Évidemment, nous entendons dire que à l'époque, les femmes restaient dans des relations parce qu'elles n'avaient pas d'autonomie économique, parce qu'elles n'avaient pas, et ne constituaient pas encore la force de travail comme ça se fait actuellement. C'est vrai. Moi, j'ai déjà travaillé avec plusieurs femmes d'ailleurs. La raison pour laquelle elles restaient dans la relation, ou une des raisons principales, c'était l'aspect économique. Ce n'est pas pour contredire la femme, mais moi, je me dis, il y a d'autres facteurs qui vont faire en sorte que la personne trouve, en l'absence de moyens économiques, la raison de rester. Vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se retrouver dans les maisons de passage, hein, dans les shelters. Ce n'est pas le luxe dans les shelters. Lorsqu'on se retrouve sur la rue avec ses enfants, ce n'est pas le luxe. Ces femmes qui ont décidé de quitter sont dans les mêmes conditions de précarité économique que la femme qui décide de rester pour raison économique. Alors, moi, je remets en question cette raison de rester. Je me dis, il y a d'autres facteurs. Peut-être le message même de ce monsieur qui lui dit, de toute façon, tu ne peux aller nulle part. Tu ne vas pas survivre 2 jours sur la rue. Tu n'as pas de maison, d'argent pour te nourrir. Tu dépends de moi. Je suis ton Dieu, si je peux le dire comme ça. Je suis ta seule chance. Et là, est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est vraiment la précarité économique qui fait que la femme reste, ou c'est plutôt l'emprise que le message de cet homme a sur sa capacité de raisonner, sur sa capacité psychologique? L'emprise psychologique alors que cet homme a sur cette femme. Alors moi, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. Je ne rejette pas la précarité économique, mais je vois aussi, en travaillant avec cette femme, je ne vais pas nécessairement focaliser sur « OK, on va t'aider à trouver l'emploi pour que tu te libères de cela ». La personne peut avoir trouvé l'emploi, mais si l'emprise psychologique que l'homme a sur elle n'est pas encore résolue, ça pourrait tenter cette femme de retourner dans cette situation-là. Donc, je dirais, travaillons, oui, sur le renforcement des capacités économiques. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. Les organisations font beaucoup de choses. Ils vont peut-être faire des ateliers sur l'autonomisation économique, peut-être revoir son CV, peut-être acquérir des compétences, des habiletés professionnelles qui vont vous rendre compétitive sur le marché du travail. C'est des bonnes choses. Ce sont des bonnes choses, on peut les encourager. Mais si vous allez en profondeur en travaillant avec cette femme, vous pouvez identifier d'autres facteurs. Alors, si vous travaillez seulement sur l'aspect économique, vous tapez à côté. Il y a beaucoup de femmes, en fait, qui n'ont pas de difficultés économiques, qui nourrissent même leurs hommes. Attention, hein. Elles nourrissent leurs hommes et ces mêmes hommes les frappent. Ces mêmes hommes les abusent psychologiquement. C'est là que moi, je remets, ou plutôt je fais une critique logique, pas de rejeter, mais je fais une critique logique de l'idée selon laquelle je reste à cause de l'économie. Il y en a qui restent en ayant tous les moyens économiques. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles cette femme reste qu'il faut aussi travailler. C'est le conseil que moi je peux peut-être donner à la femme, c'est peut-être d'explorer de façon plus large les raisons pour lesquelles elle reste. Et si c'est une raison économique, évidemment, rendre la personne lui donner accès aux ressources qui sont là, notamment des organisations comme la vôtre, ou d'autres organisations qui peuvent l'aider à acquérir les habiletés, à s'ouvrir à ces opportunités-là, ça peut être des conseils. Mais moi, sincèrement, je conseillerais toute personne qui a été victime de violence à prendre sa santé mentale très au sérieux. Ce n'est pas qu'économique. Ça va au-delà de la précarité économique. Ça prend maintenant ce qu'est devenue la personne, ce que la personne pense d'elle-même. Ça prend maintenant le message, le pouvoir que l'agresseur a sur la victime
même en son absence. Et ça, si ce n'est pas travaillé, c'est difficile de quitter la relation, une relation abusive. Alors, vous allez peut-être me critiquer en disant ça. Moi, je crois sincèrement que on ne guérit pas d'un traumatisme tout en restant dans le contexte où le traumatisme se produit. Vous allez dire peut-être que je suis en train de faire d'encourager les séparations, mais je crois que si vous voulez travailler sur vous, si vous voulez aider une femme à violenter, pensez d'abord à sa sécurité. Ça, c'est prioritaire. Il faut que le travail se fasse dans un environnement sécuritaire. Si vous voulez l'aider tout en restant dans le contexte où la violence se produit, alors il faut travailler sur cet environnement-là. Il faut changer d'approche. Pas seulement dire à la femme, voici comment se défendre. Il faut travailler sur l'environnement familial, sur l'environnement conjugal, avoir une approche peut-être systémique qui va vous permettre de changer l'environnement et l'aider à se remettre de sa souffrance tout en étant là-dedans. Sinon, je pense, parmi les conseils à donner à cette femme, c'est, oui, au-delà d'accéder à des ressources, c'est aussi de prioriser sa sécurité. Hein. Parce qu'aussi longtemps qu'elle est là-dedans, le message va toujours être dans le sens contraire du progrès. Ça sera toujours dans le sens, tu ne peux rien, tu dois rester là, c'est moi ta dernière chance, d'ailleurs c'est moi ton unique chance. Je ne sais pas si je suis allé loin ou si je suis clair dans la réponse, mais si je peux juste résumer, donc j'irai dans le sens à diversifier entre les conseils ou l'aide que je peux prodiguer, ne pas rendre seulement cela au niveau économique, mais prendre aussi conscience de l'aspect de l'aspect psychologique de la personne dans sa santé mentale et aussi prendre aussi en considération l'environnement, le milieu où le travail se fait, donc la sécurité. Est-ce sécuritaire ou plutôt revictimisant comme environnement? Voilà ce que je peux répondre comme réponse. Merci beaucoup, Dr Buma. Je pense qu'elle vient de répondre, merci. Donc, je pense qu'elle a peut-être eu sa réponse. Je vous en prie. Donc, je vais peut-être laisser 5 minutes aux dernières questions s'il y en a. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat ou à lever la main et on pourra en discuter. Je pense que s'il n'y a pas de questions, on peut conclure pour ce soir. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à aujourd'hui ou votre présentation. Ou s'il y a quelqu'un qui veut faire une note, je pense qu'on est assez... on est ouvert. Ce qu'il y a à dire, c'est vraiment d'encourager des ateliers comme ça. Hein. La violence dans les communautés noires, les violences basées sur le genre, c'est très récurrent. Il ne faut pas penser que si on en parle, on est en train de se dévoiler ou de s'humilier face à d'autres communautés. Ça devient pensé comme tabou. On ne se fait pas faveur lorsque on cache nos bébites, il faut le dire comme ça. Moi, j'ai souvent entendu les gens dire ou se dire entre eux, si vous êtes violenté, ne dénoncez pas votre conjoint. N'appelez pas la police, par exemple. Il y a des gens qui vont dire comme ça. C'est pour dire à la personne, si vous êtes menacé, ne cherchez pas la protection. Ça, c'est un message qui peut être très dangereux parce que ce n'est pas rare que la violence va finir par la perte de vie de la personne. Et là, on peut se dire, est-ce que ça vaut la peine, cette protection présumée de
de notre unité familiale, de notre réputation, ce besoin de régler nos affaires entre nous, est-ce que ça vaut plus que la vie de la personne qu'on perd? Donc, moi, je dirais la protection, je pense, précède tout. Si quelqu'un se trouve dans un environnement où elle se sent violentée, où elle est violentée, appeler la police, ce n'est pas un tabou. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Dr. Bouma. C'était une très belle présentation qui, je pense, du côté personnel, c'était très informatif. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Donc, s'il n'y a pas de questions ou de commentaires, je vais conclure. Je vais commencer par remercier Monsieur Dr. Bouma Maïcha, qui est donc professeur à l'Université d'Ottawa. Je pense que c'est de là que vous résidez aussi. L'Université Saint-Paul à Ottawa, oui. Saint-Paul à Ottawa, d'accord. Et donc, merci beaucoup encore à tous les participants d'avoir participé à cette première série de conférences sur la santé mentale. On a d'autres séries de conférences qui vont continuer en janvier. Et donc, si vous pouvez partir sur notre site web, je vais le mettre dans le chat très bientôt avant de finir. Et si vous connaissez des des filles de 16 à 22 ans qui ont besoin de conseils en français ou en anglais, on offre des programmes donc 1 à 1 où on offre du support, soit émotionnel, ou aussi on donne des conseils en carrière en éducation. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site web. On a la série qui sera en français, en anglais, le 13 décembre. Donc il y a aussi des détails sur notre site web. Donc je vais juste le mettre dans le chat et vous pourrez y avoir accès. Je ne sais pas si vous avez peut-être des contacts à partager, Dr. Bouma, peut-être un site web ou un email. OK, je peux le mettre ici. OK, ça c'est mon email professionnel. Je peux être joint à ce niveau-là. D'accord. Merci beaucoup. Donc, s'il y a des participants qui ont aimé la présentation et qui veulent savoir beaucoup plus par rapport à ce sujet-là, n'hésitez pas à prendre son email qui est attaché dans le chat. Et je vais encore vous remercier pour une belle présentation cette soirée. Je souhaite bonne chance et une bonne fin de semaine à tout le monde. Merci. C'était by Future Black Female. Merci beaucoup. Merci, au revoir. D'accord.